Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, la non-maternité est un sujet plus complexe qu'on le pense. Catherine Gauthier la raconte dans un splendide roman graphique. Elle est l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille cette semaine notre culture générale historique au prisme de l'histoire de la cuisine et de l'alimentation. Question du jour, la cuisine est-elle un symbole de pouvoir depuis longtemps? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Benoît Sima. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris, sujet des années collège aujourd'hui, l'accessoire fétiche des élèves d'Amélie, des collégiens, la casquette. Elle vous dira tout, la quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Catherine Gauthier, bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Vous publiez aux éditions Les Équateurs un très beau roman graphique intitulé « Je pense que j'en aurai pas », roman lauréat du prix de la critique de la BD québécoise en 2024, décerné par l'ABCD. Le Québec où vous êtes né, où vous travaillez, à Montréal pour être précis. Et dans le titre « Je pense que j'en aurai pas », le « en », eh bien, ce sont les enfants. Mais le récit que vous proposez, il ne s'inscrit pas dans un registre militant. On a déjà parlé ici du mouvement Child Free. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, de ces femmes qui disent « je ne veux pas d'enfants », quelles qu'en soient les raisons. À travers à la fois votre histoire et celle de 5 femmes que vous avez interrogées, vous parlez des femmes qui n'ont pas d'enfants sans forcément l'avoir décidé, sans forcément l'avoir voulu. Et vous dites, cette situation-là, finalement, on en parle très peu. On en parle très peu, en fait, puis vous le dites très bien, c'est une nuance, en fait, et je pense qu'il y a un monde entre celles qui veulent des enfants puis celles qui désirent ne pas en avoir. En fait, il y a toute une zone grise où, finalement, beaucoup de femmes se retrouvent pour X, Y, Z raisons. Le livre commence sur la soirée anniversaire de vos 37 ans, un repas de famille, mais le pourquoi de l'importance de ces 37 ans, on le découvre bien plus loin. À un moment où vous faites une espèce de promesse, vous faites même 2 promesses. Enfin, c'est un âge qui résonne dans votre tête. Oui, ben en fait, ma mère m'a eu à 37 ans, donc... Première résonance. C'est ça, donc je pense que c'était un peu ma date limite ou ma date fétiche. Je trouvais ça bien, en fait, de vivre un peu avant d'avoir des enfants, donc d'avoir le temps de voyager, d'avoir une carrière et tout. Donc 37 ans me paraissait bien. Donc, quand c'est arrivé, en fait, que j'avais 37 ans, célibataire, en pleine pandémie... Mais attendez, sauf que vous aviez promis, à un moment, vous êtes dans une fête avec des amis. Oui, en fait, à mon ex-conjoint, en fait, j'avais dit, bon, on y pensera plus tard, j'ai jusqu'à 37 ans. C'est ça. Voilà. Vous aviez quand même donné l'âge en pensant à votre mère, mais des années avant. Oui. Arrivent les 37 ans. Oui, et finalement, bon, c'est ça. Donc, célibataire, c'est là qu'en fait que ma réflexion par rapport au livre est venue. Mon deuil aussi de voir, en fait, que la maternité, elle allait me passer sous le nez. En fait, on peut avoir des enfants après pour plusieurs d'autres années à venir. Mais en fait, ouais, je pense que moi, 37 ans, c'était un peu ma date limite, ouais, celle que vous vous étiez fixée. Alors, vous ne vous inscrivez pas explicitement dans un discours politique, je l'ai dit, mais il y a quand même pas mal de politique dans votre livre. Parce que d'abord, et vous venez de le dire, je voulais vivre un peu, parce que vous décrivez tout un contexte, toute une société, toute une pression qui est mise sur les femmes pour qu'elles aient des enfants. Oui, je pense qu'en fait, c'est... depuis le plus jeune âge, en fait, depuis qu'on commence à jouer à la poupée, je pense en tant que femme, on se projette dans le rôle de mère. Le nombre de fois, en fait, que nos parents nous disent quand tu auras des enfants, tu décideras justement où tu mèneras ton ménage comme tu veux. En fait, l'idée de la famille est tellement implicite, en fait, dans notre futur que je pense qu'on en vient des fois à pas se poser la question de savoir si c'est vraiment ça qu'on veut ou pas. Mais je pense que socialement, tout est bâti autour de la famille aussi. Donc, dès qu'on déroge un peu de ce chemin-là, ça nous fait poser beaucoup de questions. La famille, les amis qui vous posent beaucoup la question. Et puis alors, vous consacrez quelques pages aussi au poids de la religion. Oui. Bien, je pense qu'en fait, au Québec, on a été longtemps, en fait, sous le joug de la religion catholique qui nous forçait à faire des familles nombreuses. Donc, quand on s'est détaché de ça au Québec, on est resté quand même avec, en fait... avec l'importance de la natalité à moindre échelle, parce qu'avant, c'était des familles nombreuses. Mais en fait, c'est ça. Ça reste que sociétalement, en fait, on reste très ancré autour de la famille. Et ça, c'est une question que je me suis posée, moi, en voyageant un petit peu au Québec, parce que c'est vrai, alors c'est lié à l'histoire, hein, c'est vrai, c'est l'arrivée des colons et notamment des congrégations par le Saint-Laurent et qui remontent en tout cas jusqu'à Québec, Montréal, etc., etc. Mais quand on fait un petit peu quand on circule un petit peu au Québec, le nombre de villes qui s'appellent Saint-Bidule ou Sainte-Machin-Chose, il y en a absolument partout. Et on se dit, mais est-ce que ça pèse aujourd'hui encore? Oui, ça pèse. Oui, bien en fait, justement, je pense que l'importance de la famille a tellement été importante. En fait, pour nous, c'était une survie de la langue française, en fait, les familles. Donc, je pense qu'on a encore
la famille a encore toute son importance, en fait. Ouais. Enjeu sociétal, vous venez de le dire, enjeu social aussi, parce que la famille, c'est la cellule sociale de base. Ce qui peut aussi vouloir dire que c'est compliqué de dire « je veux pas d'enfants », ça veut dire « je suis un peu marginal, un peu antisocial, je veux détruire la société ». Oui, ben en fait, on dirait on devient un peu des citoyens à part, en fait, ou qu'on n'est pas actif dans la société, ce qui est pas le cas, en fait. C'est des idées préconçues qu'il faut déconstruire. Et puis, je pense qu'on est important. Je suis une citoyenne, en fait, même si je n'ai pas d'enfants, même si je n'ai pas de cellule familiale qui est deux enfants, bon, la famille nucléaire, comme on voit tout le temps. Mais en fait, oui, on existe, on est là, puis on a notre importance. Ouais. Vous parliez de votre enfance, vous parliez de quand vous jouiez à la poupée, de tout ce qui programme les femmes particulièrement à devenir mères, mais on pourrait dire aussi tout ce qui programme à faire des enfants. Et puis alors, il y a l'image du prince charmant. Vous y avez cru un petit peu à un moment, vous étiez sensible à tout ça. Ah, mais oui, moi, une petite fille, j'allais dire, tout à fait sous cette emprise-là. Oui, puis je pense qu'on voit aussi Hollywood, en fait, nous vend cette espèce de rêve. Les films se terminent à la fin quand on trouve l'amour, et puis on sous-entend qu'il y aura beaucoup d'enfants. Donc, oui, quand j'étais jeune, en fait, comme tout le monde, en fait, j'étais convaincue d'avoir la maison, le mari, les enfants, le chien. Et puis, finalement, c'est ça, c'est quand ça arrive pas, ben, en fait, il faut revoir en fait tout le futur qu'on avait imaginé, puis revoir complètement notre notion du bonheur. En fait, il faut trouver à s'épanouir autrement, ce qui est possible. Alors vous vous épanouissez entre autres avec votre travail. Je ne les ai pas montrés, hein. On a montré la couverture du bouquin. Allez, je prends au pif. Regardez, je vais laisser le temps à Xavier de faire un petit peu le point. C'est juste parce que quand je vous dis que c'est splendide, c'est splendide. Voilà. Je sais que vous n'allez pas forcément croire sur parole, donc je vous le montre. Voilà. Donc vous vous épanouissez entre autres grâce à ce travail, mais votre parcours, il interroge aussi l'organisation du monde du travail et la nécessité, si on veut réussir, d'y consacrer beaucoup de temps. Vous vous demandez à un moment, vous dites, mais comment on case un enfant là-dedans ? Mais oui, totalement. En fait, je pense que c'est beaucoup le frein que se donnent certaines femmes, parce que on dirait que le monde aujourd'hui est rendu tellement compliqué, puis d'avoir une carrière, puis de caser un enfant justement là-dedans, puis on veut le meilleur pour notre enfant, donc ça veut dire beaucoup de pression qu'on met sur soi-même aussi pour en fait qu'il s'épanouisse le plus possible. Donc oui, non, là, en fait, notre charge de travail est tellement déjà élevée qu'en plus, c'est ça, rajouter un enfant, ça devient angoissant. Elle l'est particulièrement pour vous, parce que vous racontez aussi, là on est vraiment dans les années où vous vous interrogez sur en avoir ou pas. Vous n'avez pas encore conclu, je pense que j'en aurai pas. Vous faites un burn-out. Oui. Vous faites comme si ce n'était pas un burn-out. Alors vous en faites un deuxième. Oui, je suis bonne pour faire du déni. Mais oui, en fait, justement, je pense que je me suis peut-être trop lancée dans le travail à un moment donné. C'est le piège, en fait. Faut trouver un équilibre certain. Moi, ça m'a fragilisée, mais complètement. Donc, de rajouter après ça un enfant dans l'équation, en fait, c'est ce qui a mis la barrière. Je ne me verrais pas être maman solo, en fait, parce que c'est vraiment une surcharge de travail, mais qui est complètement inhumaine, et chapeau à toutes les femmes qui le font. Mais donc, ça a été un gros argument, en fait, pour moi, pour me dire que finalement, ben, je pense que je ne serai pas mère, en fait. Ouais. Si ça se reproduisait, si je me retrouvais dans cet état de fatigue-là, comment je ferais pour m'occuper de mon enfant? Oui, vraiment. En fait, c'est à tous ceux qui ont vécu des épuisements professionnels, mais en fait, j'étais choyée de ne pas avoir d'enfant à m'occuper, en fait, d'avoir juste moi à me reconstruire doucement. Et puis, c'est tellement un gros travail que... Ouais, je me serais pas vue avec un enfant. Je pense que j'en aurai pas. C'est aux éditions des Équateurs, signé Catherine Gauthier. Très beau livre dont je vous conseille vivement la lecture. Catherine, vous restez avec nous. On va tester notre culture générale. Vous savez qu'en France, on aime bien la cuisine, la nourriture. Même pas qu'en France. C'est ce qu'on découvre en lisant l'incroyable histoire de la cuisine. C'est une autre BD anti-sèche, Benoît Simard. Non, c'est pas tout à fait un roman graphique, c'est plus une bande dessinée de la préhistoire à nos jours. 500 Documentaire. Documentaire, monsieur Sima, documentaire. Documentaire, car Benoît Sima est à la fois journaliste, essayiste et scénariste de BD. Il a publié cette incroyable histoire de la cuisine aux éditions Les Arènes BD avec au pinceau Stéphane Doué. Question du jour, la cuisine est-elle un symbole de pouvoir depuis longtemps? Alors moi, je sais, j'avais en tête les banquets dans Astérix, quoi. C'est marrant, j'allais vous en parler. Ah bah alors Les banquets dans Astérix, c'est un bon point de départ parce que les banquets... C'est quoi un banquet? C'est un moment exceptionnel où on accumule la nourriture ou des recettes épatantes, inventives. Et ça, en fait, ça a toujours existé. Je veux dire, les Sumériens, les Grecs, les Romains, au Moyen-Âge, la semaine dernière dans votre famille, tout le monde fait des banquets.
Donc ça a traversé l'histoire et ça a été inventé très tôt. Mésopotamie, Égypte, c'est quand même des banquets un peu réservés. Alors, c'est pour l'élite. Non, il y a 2 cas de figure. Voilà. Soit l'élite s'accapare le banquet et tous ses symboles pour se distinguer du peuple et du vulgaire, et ça traverse aussi toutes les civilisations, et on le voit encore aujourd'hui. Je veux dire, quand des princes de la finance vont déjeuner dans des restaurants très chers à New York, c'est pour s'afficher face à ceux qui n'ont pas les moyens de se payer ces repas. Donc c'est exactement le même procédé. Donc très tôt, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, les élites, qu'elles soient politiques ou religieuses, s'accaparent la notion de banquet pour en faire un moment spécial qui distingue leurs conditions de celles du peuple. Les dîners d'État aujourd'hui en France, quand on accueille des grands chefs d'État, et on continue à mettre dans les journaux le menu, et on fait appel aux plus grands chefs. Ça reste. Pourquoi ? Pour bien signifier aux citoyens qu'eux n'ont pas droit à une place à table. Vous croyez que c'est ça le message ? Voilà. Mais il y a un deuxième cas de figure. Ouais. Ce deuxième cas de figure, on le voit aussi dans les bandes dessinées de Uderzo et de Goscinny, c'est qu'il y a eu des moments dans l'histoire où ces banquets étaient plus démocratiques. Par exemple, dans la Grèce ancienne, au départ, et sous la République romaine, les banquets étaient très frugaux, très égalitaristes. Tout le monde avait le droit d'y participer, et c'était même obligatoire. Les grands théoriciens grecs des débuts de la civilisation d'Athènes expliquait qu'il fallait absolument que tous les citoyens viennent consommer les mêmes mets à la même table, et surtout pas chez eux. Donc vous voyez que la notion de pouvoir en termes de cuisine, elle est très ambivalente selon les époques. Mais je dirais que si on fait l'addition, si on parle de cuisine, on va parler d'addition, si on fait l'addition historique, finalement, c'est plutôt la cuisine, symbole de pouvoir, qui a gagné, puisque l'histoire est remplie de ces exemples de banquets, de repas très démonstratif. Alors, il y a les fameuses orgies romaines, pour revenir à Astérix. En fait, c'est pas du tout exagéré. Les orgies romaines de l'époque, là, on est sous l'Empire romain et pas ce... Elles sont même très euphémisées dans la BD d'Astérix, en Voilà, c'était complètement délirant. Voilà. Alors, c'était peut-être moins sexuel que ce que sous-entend Astérix, parce qu'on a l'impression que c'est... Bon. C'était plutôt démonstratif. Et je donne un dernier exemple. C'est à cette époque qu'on a inventé quelque chose qui existe toujours aujourd'hui, c'est la cuisine des apparences. Donc, on était capable de reconstituer par exemple un bœuf en matière comestible et placer à l'intérieur des oiseaux vivants afin, pendant l'orgie, d'éventrer le bœuf et de faire s'envoler tous les oiseaux devant tous les invités ébahis. Et ça, alors ça vous le trouvez pas aujourd'hui, mais des choses aussi luxueuses que ça, aussi inventives, ça existe dans les restaurants les plus chers du monde, que ce soit à Shanghai, à New York ou à Paris. Il y a aussi le soft power, le pouvoir par le repas. Oui. Mais également la France qui a voulu faire reconnaître ces repas classés au patrimoine immatériel de l'UNESCO, la cuisine française. D'ailleurs, Jean-Robert Pitt, qui a également publié une incroyable histoire. Qu'on a écouté sur School TV il y a quelques... Qu'on a entendu sur School TV, entre autres, il avait œuvré beaucoup pour ça. Oui, donc il y a vraiment cette dimension de diplomatique de la cuisine aussi. À partir d'un moment, ça devient un patrimoine. C'est ça. C'est pas le cas de tous les pays. Les cuisines les plus populaires, les plus célèbres de la planète, c'est quoi ? C'est le Pérou, la France, l'Italie, la Thaïlande, la Chine, le Japon. Enfin, c'est pas la Russie, ni l'Australie, ni... Vous voyez, enfin, il y a des... J'ai cru que vous alliez dire c'est pas la Russie ni les États-Unis, ça aurait été chouette parce que comme... Voilà. Non, mais il y a une hiérarchie quand même, une hiérarchie historique. Ça, ils l'auront pas. Voilà. Merci beaucoup, Benoît. L'incroyable histoire de la cuisine aux éditions Les Arènes BD avec au pinceau Stéphane Doué. On se retrouve demain pour une nouvelle question de Culture G sur l'histoire de la cuisine et de l'alimentation. D'où vient le... Elle n'est pas super compliquée, allez, mais c'est parce que bon, vous avez bien révisé depuis le début de la semaine. D'où vient le chocolat ? La réponse demain, mais pour l'instant, on retrouve tout de suite un roman graphique plus qu'une bande dessinée. Catherine Gauthier, je pense que j'en aurai pas. En oral. Catherine, il y a une autre dimension du livre qui renvoie au parcours de vie des femmes. Vous vous interrogez pour savoir si, quand on n'a pas d'enfant, on est vraiment une femme. Oui, en fait, je me pose énormément de questions dans tout le bouquin. Mais c'est implicite, mais j'y réponds. En fait, je pense que c'est la seule question auquel j'ai la réponse. Mais oui, définitivement, je pense qu'on peut être une femme si on n'a pas d'enfant. Mais ça n'empêche pas, en fait, que je pense que chaque femme doit se définir par la maternité, qu'elle soit là ou pas, en fait. C'est comme un parcours obligé, en fait, que peut-être les hommes ont un peu moins de se définir par rapport à la parentalité. Mais je pense que chaque femme, c'est un parcours obligé, oui. Il faut dire que le mot qui désigne une femme sans enfant, il est terrible. Oui. Dites-le. J'ose même pas le dire. Nullipare. Nullipare. Et on entend nul, hein, quoi qu'on fasse. Oui, c'est ça. C'est vraiment un mot horrible. J'ai essayé quand même de me le réapproprier. Ouais. Je pense qu'à force de le dire, ça va, il passe un peu mieux. Mais la première fois que je l'ai entendu, j'étais choquée, en fait. C'est vraiment un mot horrible, ouais.
Être une femme quand on n'a pas d'enfant, ok, possible, mais il y a aussi une question qui est sortir de son enfance, de la vôtre en l'occurrence. Devient-on adulte en ayant un enfant? Et ça aussi, pendant toute votre vingtaine, c'est quelque chose qui vous travaille. Oui, je pense que c'est facile de se demander si on est un adulte, si on n'a pas d'enfant, à quel point, en fait, justement, si on a 18 ans, est-ce qu'on devient un adulte du jour au lendemain? Je crois pas. Donc, mais en fait, plusieurs personnes m'ont dit que même en tant que parents, ils n'ont pas l'impression d'être adultes aussi. Mais je pense que quand on n'a pas d'enfants, c'est vraiment facile de s'attarder un peu dans l'enfance, sans tomber dans les clichés non plus. Ce que je parle dans le livre aussi, pour déconstruire l'idée que toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants sont des adolescentes attardées qui voyagent et se couchent tard. C'est pas du tout le cas. Mais je pense que quand même, on a de la misère à se définir, oui, en tant qu'adulte un peu. Il faut dire que tout ça se joue sur très peu d'années, une vingtaine à peu près, peut-être un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que dit une des femmes que vous avez interrogées, Patricia. Elle dit, dans le fond, si on vivait jusqu'à 200 ans, sûrement que j'aurais des enfants, mais mon corps a une date limite qui arrive trop vite. Je suis seulement lente quand je dois prendre des décisions. Oui. Bien, je pense que les femmes sont confrontées, en fait, à cette date limite un peu corporelle qu'on repousse de plus en plus, en fait, avec la science. Mais il y a aussi la question que les femmes doivent se poser. Est-ce que, même si c'est possible, est-ce qu'on veut des enfants tard dans la vie? Parce que veut pas l'énergie est moins là aussi. Mais oui, je pense que c'est malheureusement dommage, en fait, qu'on soit confronté, en fait, à cette date limite-là, parce qu'on peut... Je pense qu'on aurait le goût peut-être de... On grandit, oui. Si je garde votre métaphore. Hein, oui, c'est ça, on grandit. On accumule de l'expérience à des rythmes différents selon les personnes. Il y a aussi des problèmes de santé, des problèmes médicaux. Là, dans les témoignages que vous avez recueillis, il y a des femmes qui n'ont pas eu d'enfants parce qu'on leur a découvert quelque chose qui, dans leur corps, empêchait d'avoir des enfants. Oui, il y en a beaucoup. En fait, dans mon livre, on a le cas de Sabrina qui, malheureusement, a dû subir l'ablation d'un ovaire. Donc, ça coupe de 50% ses chances. Mais il y en a plusieurs, en fait. Les troubles de fertilité sont en hausse, en fait, partout dans le monde. Donc, ça va être une problématique que beaucoup de femmes vont être confrontées dans le futur. J'ai peur de me perdre en cours de route, de disparaître complètement. Et parce que les enfants grandissent, de me réveiller un jour et de ne plus savoir qui je suis et pourquoi je suis là. J'ai peur d'avoir mal, peur qu'ils se fassent mal, peur qu'ils me fassent mal, peur de ne pas être capable, peur de faire des erreurs, peur de faire une erreur. Je voulais aussi, j'ai donné à montrer, donc ça c'est page 93, on peut la regarder, elle est ici, c'est là, voilà. Donc je voulais montrer, à la fois votre livre est beau à voir, il est beau à lire aussi, c'est ce qui en fait un roman graphique. J'ai peur de faire une erreur. Vous dites qu'il faut faire des enfants jeunes, on a moins peur, ça peut sembler paradoxal, hein. Oui, bien, je pense que l'arrogance de la jeunesse, un peu, on se pose moins de questions, on fonce, alors qu'en vieillissant, je pense que les freins s'accumulent un peu, l'anxiété aussi grandit, nos craintes, nos peurs. Donc, ça peut servir de frein, oui. Le livre est sorti il y a quelques mois au Québec. Vous avez dû avoir pas mal de réactions depuis, surtout qu'en plus il y a eu ce prix de la critique. Est-ce qu'il y a des réactions qui vous ont fait plaisir, irrité, intrigué? Qu'est-ce que vous retenez de ces rencontres avec vos lecteurs et vos lectrices? Bien, pour l'instant, en fait, je n'ai eu que des bons commentaires. S'il y en a des mauvais, personne ne m'en a parlé. Mais je pense que les femmes, il y en a beaucoup qui me remercient, en fait, qui sont contentes de se sentir comprises, de se sentir entendues. Qu'on les monte du doigt un peu, mais d'une manière, en fait, complètement amicale. Et puis, en fait, je pense qu'on est tellement de personnes... Vous leur avez donné une voix, en fait. Oui, c'est ça. On est tellement de femmes qui vivent dans cette situation-là, donc qu'on en parle un peu, qu'on en parle en bien, ça leur fait plaisir. Catherine Gauthier, il y a quelques semaines, on a accueilli, elles sont deux à votre place, une médecin spécialiste de la reproduction qui a fait un livre qui dit, entre autres, qu'on peut tout à fait vivre sans enfants. Et une des questions qu'elle invite les femmes à se poser est tout simplement, est-ce que vous êtes attirés par les enfants? Est-ce que vous avez envie de prendre des bébés dans les bras? Est-ce que vous avez envie de jouer avec vos petits-neveux, vos petites-nièces? En fait, vous, cette attirance-là, pour le coup, vous ne l'avez jamais eue. Donc finalement, les indices de « peut-être que j'en aurais pas », ils existaient. Peut-être, oui, mais en fait, ça change. Des fois, c'est complètement différent aussi quand c'est neutre, je pense. Ça peut se déclencher. Moi, personnellement, justement, ça n'a jamais été un désir hyper profond. En fait, c'est peut-être seulement par atavisme que je pensais que je voulais des enfants aussi. Mais je pense que mon deuil, justement, en fait, c'est mieux vécu peut-être à cause de ça. Ça m'a permis d'avoir une certaine distance et d'aborder le sujet avec un petit peu plus de moins de douleur, en fait. Moins de douleur, mais... Et alors, c'est amusant parce que c'est une question que j'ai écrite, que j'ai barrée, que j'ai remise. Je vous dis tout, parce que ça m'a laissé pensif en vous lisant. C'est une question sur la culpabilité. Au fond, j'allais vous dire, vous avez un sentiment de culpabilité, mais pas vraiment. Un peu. Ça me rassure que vous ne soyez pas sûr, parce que moi, je ne suis pas sûr en vous lisant. Par rapport à mes parents, eux aussi ont vécu le deuil de ne pas être grands-parents. Donc,
C'est de mettre frein à une branche, en fait, de l'arbre généalogique. Et alors ça, c'est passionnant. C'était ma question d'après. La place qu'on occupe dans un arbre généalogique, dans une lignée, ça vous a vraiment marqué? J'interromps une lignée. Oui, ça m'a fait poser des questions, en fait. Puis finalement, en fait, je trouve que c'est peut-être vain de penser de penser son existence en termes d'un arbre généalogique beaucoup trop gros, parce que, comme je dis dans le livre, en fait, on se rappelle pas on se rappelle de nos grands-parents, mais en haut de ça, pas vraiment des anecdotes, des noms, des si. Donc, à quel point c'est important de perpétuer l'arbre généalogique, à moins qu'on soit peut-être une grande famille avec une tradition, mais pour la majorité des gens, est-ce que c'est un argument principal? Je pense pas. Sabrine, qui fait partie des femmes que vous avez interrogées, dit « Toutes les femmes ont la certitude que faire des enfants va être facile jusqu'au moment où ça ne l'est pas. » Oui. Ça aussi. Oui, en fait, elle a été confrontée comme totalement à ça. C'est gros trouble de fertilité. Je pense que c'est... En fait, on commence à en parler un peu plus de la difficulté, puis justement de la naissance assistée, mais il y a en fait, au Québec, il y a de nombreuses femmes qui ont recours à la naissance assistée. C'est même subventionné par le gouvernement tellement elles sont nombreuses. Et puis... c'est des deuils. En fait, c'est tabou même. En fait, il y a beaucoup de couples qui veulent pas en parler parce que c'est personnel aussi. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. C'est long. Donc, c'est un dernier tabou aussi à briser. C'est un roman graphique, c'est une autofiction, mais vous avez choisi de ne pas vous représenter vous. Oui. Alors moi, au début, j'étais surprise, j'ai vu la photo. Après, je me dis non, elle a peut-être un peu changé, parce qu'elle l'a fait il y a quelques années, tout ça. Et après, j'ai trouvé la réponse. Vous la donnez d'ailleurs. Vous avez en fait fait appel à une mannequin. Oui. Pourquoi vous ne vous êtes pas représenté vous? Je pense que c'est tout un rapport à mon corps que je voulais pas aborder. Vu que c'est un dessin hyper réaliste aussi, je voulais pas passer 600 heures à me dessiner. Je pense que principalement, en fait, ça me permettait de mettre une certaine distance, alors que là, mon modèle, je peux le mettre en scène sans avoir sans moi-même me censurer. C'est ça, ça me donnait vraiment beaucoup plus de liberté, en fait. Et qu'est-ce que vous avez pris comme liberté, par exemple, par rapport à vous, à votre histoire, c'est quand même assez fidèle. Ce personnage, finalement, c'est un personnage que vous avez recréé. Oui, ça devient quand même un personnage, donc j'ai pris des petites libertés, mais en fait, je vous dirais qu'à 90%, c'est quand même mon histoire. D'accord. J'aurais quand même aimé la carte postale, la parfaite petite famille sur papier glacé, les joues roses et les cheveux bien placés. Il restera une forme de nostalgie, alors? Je pense qu'on a toujours une nostalgie par rapport au chemin qu'on n'a pas pris, à ce qui aurait pu être. Mais au final, en fait, ma vie, en ce moment, va bien. Donc, je pense que j'ai réussi à faire de ce deuil-là quelque chose de beau, puis pour aider les femmes. Donc, je suis contente. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous raconter en images, de devenir dessinatrice? Je suis quelqu'un de hyper introverti, donc qui est toujours en réflexion. Donc, de mettre sur papier mon histoire, c'est une manière de prendre la parole tout doucement, c'est ça, d'exposer mes pensées. Puis en fait, c'est tellement un sujet justement dont on n'entend pas parler que je trouvais important de prendre la parole là-dessus. Ça, c'est pour ce livre et sur le choix de devenir dessinatrice avant? Parce que ça, c'est un choix que vous avez fait, j'imagine, quand vous étiez peut-être adolescente ou... je pense que ça m'a toujours suivi. C'est pareil, c'est lié un peu à cette forme d'introspection et c'est votre façon de dire les choses. Oui. Et à l'oral, vous vous en sortez bien quand même, pour une introvertie. Catherine, merci beaucoup de nous avoir rendu visite sur le plateau de la quotidienne de School TV. Catherine Gauthier, je pense que j'en aurai pas. C'est aux éditions Les Équateurs. Très, très beau livre à lire, vous l'aurez compris, parce qu'il y a vraiment une très belle langue, une très belle façon de raconter en peu de mots. C'est tout un art très ciselé, quasiment un art entre la nouvelle et la poésie. Et puis, il y a quand même ces témoignages intercalés et cette plume, ce dessin. Ça s'appelle comment? Au plomb, c'est ça? Oui, crayon de plomb. Crayon de plomb. Hop, allez, je vous en montre un autre, comme ça vous avez une idée. Effectivement, c'est hyper réaliste, c'est très, très beau, très, très réussi. Et ça donne aussi ça donne à sentir, mais ça donne aussi du sens, ça donne à penser. Catherine, merci mille fois. Merci Benoît, également, de nous accompagner dans cette émission. Nous sommes, comme chaque semaine, à l'heure de retrouver Amélie Paris. Les années collège, on file dans le 18e arrondissement pour parler de la mode et d'un accessoire de mode plutôt des garçons. Les années collège, c'est notre rendez-vous avec Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Professeur documentaliste au collège Maurice Utrio, point d'observation pour la passionnée de mode que vous êtes, extraordinaire sur les accessoires de mode que les élèves adorent et que les CPE aiment moins, ou les chefs d'établissement, la casquette aujourd'hui. Oui. Alors, je voulais commencer aujourd'hui avec cette définition de l'Académie française en 1835. Alors, la casquette, donc, c'est une coiffure d'homme faite d'étoffe ou de peau qui a quelquefois un bord sur le devant. C'est donc
un couvre-chef, hein, mais différent du chapeau ou du béret. Et il en existe une grande variété. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la casquette portée par le plus célèbre détective Sherlock Holmes en tweed. Je ne vais pas vous parler de la casquette portée par les soldats pendant la guerre américano-mexicaine au milieu du 19e siècle, ni celle des marins, ni la Gavroche. Mais je vais vous parler de la quelle casquette alors? Celle qui a une grande visière. Ah, un peu à l'américaine. Que les joueurs de baseball adorent, les rappeurs aussi, qui vient, comme vous l'avez dit, des États-Unis. Alors racontez-nous quand est-ce qu'elle arrive. Eh bien, elle est née au début du XXe siècle. Elle est popularisée par celui qu'on appelait le Bambino, George Ruth, dit Babe Ruth, le plus grand joueur de baseball de tous les temps, qui la porte au départ pour protéger ses yeux du soleil. Alors, au début des années 30, il fait partie de l'équipe des Yankees. Il est au sommet de sa gloire et il ne se déplace jamais sans sa casquette snapback. Snapback. Mais oui, vous savez ce que c'est. C'est la casquette, vous savez, qui est réglable à l'arrière avec une petite languette. Ah, mais bien sûr. Voilà. Donc en 1959, cette casquette devient le couvre-chef officiel de la Ligue de baseball et elle devient aussi la casquette d'autres sports comme le basket. Donc chaque équipe a une casquette à sa couleur. Joueurs et supporters ne la quittent plus et elle devient un incontournable du monde du sport. Il y a quand même d'autres casquettes toujours popularisées par les États-Unis, celle des chauffeurs de camions, les truckers. Oui, exactement. La casquette trucker, donc qui se reconnaît avec son filet à l'arrière, notamment pour faire respirer les cheveux. Mais oui. Alors là, on est toujours aux États-Unis, mais on est dans les années 70. Et cette casquette va être distribuée gratuitement sur les aires d'autoroute et dans les centres commerciaux par de grandes compagnies qui voulaient justement conquérir de nouveaux clients. Et donc, ce fut le cas des ouvriers, des agriculteurs et également des camionneurs, d'où son nom. Années 80-90, un autre univers s'empare de la casquette. Oui, là, c'est le hip-hop qui explose et la snapback qui fait irruption dans le milieu du rap, notamment sur Chuck D, le leader du groupe Public Enemy, parce que les musiciens, ils aiment aussi le sport, ils aiment leur quartier, ils aiment leur ville. Alors aujourd'hui, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes portent tous la casquette. Et la star internationale Rihanna est même devenue une ambassadrice de son port sur le tapis rouge. Voilà, et résultat, elle fait tourner la tête des ados, notamment à Maurice Utrio. Oui, des ados. Et comme vous disiez, Emmanuel, en introduction, du CPE qui passe son temps à dire la casquette quand ce n'est pas la capuche à chaque fois qu'un élève rentre dans le collège. Parce qu'effectivement, ils ont beaucoup de mal à se séparer d'elle. Alors, ils l'aiment à l'endroit, à l'envers, parfois juste posée sous un bandana, avec un casque sous le casque de musique, parfois carrément sous la capuche pour créer un vrai cocon. Qu'est-ce qu'ils en disent, les élèves? Vous connaissez, vous leur avez demandé? Ben oui, Mohamed m'a dit qu'il se trouvait très beau avec sa casquette. Zachary l'adore parce qu'elle lui permet de cacher ses cheveux quand il a la flemme de se coiffer. Oui, ça arrive souvent, la flemme chez les ados. Donc en fait, que ce soit pour des raisons esthétiques, pratiques ou sociologiques, elle est peut-être, comme le sweat à capuche, d'ailleurs, cette carapace provisoire que les ados ont besoin de se créer pour se défendre pendant l'adolescence. Vous savez, cette période de transformation, d'émancipation, qui n'est pas toujours facile à vivre. Je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler, mais on peut quand même se rapporter notamment aux travaux de Françoise Dolto, Adolescence sous le complexe du homard. Merci beaucoup, chère Amélie. Merci à toutes et à tous. Merci à l'équipe de l'émission Maquillage Eva Troller. Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée en régie par Emma Frari. Thibaut Goury-Lafont au son, Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.